Alors, Karine Salomé, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez publié en 2020 Vitriol, les agressions à l'acide du 19e siècle à nos jours, chez Champvallon, une étude passionnante sur ces attaques qui aujourd'hui encore font un peu, mais rarement, l'actualité, et puis surtout moins en France qu'avant. Vous allez donc nous parler de cette épidémie, cette mode du vitriolage en France, hein, au 19e siècle, surtout au tournant du siècle. Mais avant tout, une première question. Vous avez commencé votre parcours sur les îles bretonnes, alors pas géographiquement ou presque, mais surtout à travers votre thèse. Vous avez beaucoup publié et aujourd'hui, vous voici sur l'étude de la justice, la façon dont on rendait la justice et les faits divers. Quelle est la raison d'être de cette étude aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce parcours qui vous a amené jusqu'au vitriolage? Alors effectivement, j'avais fait ma thèse sur les îles bretonnes, parce que je connaissais les îles bretonnes et j'avais envie de travailler sur les représentations du paysage. Donc j'ai fait cette thèse sous la direction d'Alain Corbin. Mais en fait, lors de cette étude, j'avais été un petit peu déçue de constater que les insulaires étaient finalement très sages. Et, il n'y avait pas beaucoup d'opposition finalement flagrante aux autorités politiques. Et surtout, j'avais été amenée à explorer différentes sources, et notamment les archives judiciaires. Et donc, je retrouvais les archives judiciaires parce que de fait, j'avais déjà fait ma maîtrise sur un fait divers, en l'occurrence l'affaire Tropman. Et donc, à la fin de cette étude sur les îles bretonnes, je m'étais dit que vraiment j'avais envie de retravailler sur des affaires judiciaires, sur la violence de manière générale. Et donc, j'ai ensuite travaillé sur l'attentat politique en France au XIXe siècle, Mhm. qui a donné lieu donc à l'apparition d'un ouvrage chez Champvallon. Donc là, évidemment, je retrouvais des sujets que j'aimais, c'est-à-dire l'étude de la violence, le recours à la violence, la perception des auteurs d'attentats, la réponse de la société, comment elle envisageait cette violence, est-ce qu'elle était acceptable, légitime, les atteintes au corps aussi, hein, qui étaient évidemment très, très pertinentes et très claires avec les attentats. Et une fois que j'ai terminé cette étude sur l'attentat, je suis tombée sur un petit texte de Laurent Bill, hein, dans un ouvrage collectif, hein, sous la direction de Myriam Tsikounas, qui s'intitulait donc Éternel coupable, les femmes criminelles. Et donc, dans ce petit texte sur les vitrioleuses, il avait reproduit 3 représentations, 3 images de vitriolage, ou plus précisément, donc une première affaire où c'est à la sortie d'un mariage, une femme qui vitriole son ancien compagnon, un vitrioleur, et puis une caricature, enfin une image un petit peu étonnante de Robida, qui s'appelle le coup d'État féminin, où on voit sur une barricade des femmes qui sont armées de pompes à vitriol, et c'est un texte qui date de 1880. Donc ça m'a donné envie finalement de travailler sur ce sujet-là, que je ne connaissais évidemment pas du tout, et en explorant un petit peu les archives, mais surtout d'abord la presse, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait énormément d'affaires de vitriol, comme vous le disiez, hein, à partir des années surtout 1880-1890. On est là dans 2 décennies au cours desquelles on a plus d'une centaine d'affaires de vitriol par an. Heu, je reprends, pardon, pas d'une centaine d'affaires de vitriol par an, une centaine sur une décennie, avec un maximum, pardon, en 1889 de 25 affaires. Voilà, ça Alors faudra justement, couper. pas de problème. Mais donc ces affaires, elles interrogent, bon, elles nous interrogent aujourd'hui, bien sûr, mais à l'époque, hein, vous le dites, elles suscitent un débat sur les peurs, sur les fantasmes. Elles interrogent sur les relations entre les sexes, sur la place de chacun dans la société. Donc, il ne s'agit pas juste de juger des coupables, il s'agit de juger des femmes. Il s'agit d'interroger ce mode d'action, cette arme du pauvre, finalement, le vitriol facilement accessible. Le vitriol qui défigure, par contre, à jamais la victime, hein, qui rend aveugle, voire qui tue, bien sûr. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler un peu justement des spécificités de ce crime, à la fois dans son mode opératoire et puis dans sa perception par la société, par la justice de l'époque? Alors, c'est un mode opératoire assez simple, hein, puisqu'il s'agit en fait de projeter du vitriol à la face de quelqu'un. Et donc, dans la mesure où ce sont essentiellement des femmes, hein, qui commettent ces affaires de vitriol, en gros, elles représentent 75%, hein, des agresseurs. Donc, les femmes ont fait en sorte d'acquérir du vitriol, parce qu'on dit souvent que c'est une arme finalement qui se trouve dans l'espace domestique, mais dans les faits, elles ne l'ont pas forcément, donc elles vont l'acheter. Ensuite, elles le transvasent dans un récipient, elles le projettent donc à la face de celui qu'elles veulent agresser, sachant qu'elles se mettent souvent, qu'elles se cachent, hein, elles sont en embuscade. Alors, ça peut être dans l'espace domestique, ça peut être dans des couloirs, sur des paliers, mais ça peut être aussi dans l'espace public, dans des rues, plus rarement, mais ça arrive aussi à la terrasse d'un café. Et donc, elle projette le vitriol qui effectivement défigure complètement la personne.
Donc, c'est un geste qui est assez banal. Comme vous le disiez, c'est une arme du pauvre parce que ceux qui agressent sont issus des catégories populaires pour la grande majorité d'entre eux. Mmh. C'est conçu comme une arme de domestique, une arme de blanchisseuse. Donc, c'est un geste assez simple. Finalement, on est loin de ces crimes mystérieux avec énormément de manigances, avec des enquêtes très longues, puisque dans les faits, l'agresseur est arrêté immédiatement, reconnaît ce geste, et très vite, pour l'opinion publique, il n'y a pas d'ambiguïté, il s'agit d'un crime passionnel. Alors, évidemment, la société, face à ces affaires, a une attitude un petit peu ambivalente, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a une inquiétude. Comme vous le disiez, hein, ça correspond à un moment où on s'interroge beaucoup sur la place des femmes dans la société. C'est le moment où la loi sur le divorce est prise. À nouveau, on débat de ces lois sur la recherche de paternité. Donc, énormément d'inquiétudes. Il y a visiblement aussi le souvenir de la commune, même si le lien n'est jamais formulé Mmh. explicitement. Le terme de vitrioleuse est employé à partir des années 1880. Or, la première fois qu'il est employé, c'est en 1871 sous la commune. Donc, une inquiétude. Mais parallèlement, très vite, il y a l'idée que ce sont des crimes banals, qui évidemment n'intéressent pas beaucoup, puisque ce ne sont pas de beaux crimes. Donc c'est banal et c'est très vite relégué finalement dans les faits divers avec quelques entrefilés. Donc c'est extrêmement étonnant de voir cette espèce d'ambivalence de la société qui est à la fois fascinée par ce mode opératoire qui se répète, au point que les contemporains parlent de mode d'épidémie, et en même temps très vite l'idée que c'est quelque chose de banal. Alors, justement, vous dites petite question annexe, mais la plupart sont issus de classes populaires, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors bon, il y a quelques rares exemples de transgression de classe. Est-ce que ça choque d'autant plus? Oui, alors il y a deux grandes affaires hein, qui ont étonné, qui ont marqué, qui ont fait la une de la presse. Ce sont les deux seules affaires finalement qui sont un petit peu marquantes, puisque le reste, comme je disais, ne constitue que quelques entrefilés dans la presse. Donc les deux affaires marquantes, la première c'est en 1877, c'est celle qu'on appelle la veuve Gras. C'est une femme qui est issue des catégories populaires, qui est âgée de 38 ans, qui ensuite a connu une ascension sociale et devient donc une cocotte, et qui effectivement agresse, ou fait agresser plutôt, son compagnon qui va se marier. Et donc là, on est effectivement avec une transgression dans tous les domaines. C'est une transgression d'âge, puisqu'elle est plus âgée. C'est une transgression de classe, puisqu'elle incarne finalement ces milieux populaires qui aspirent à une certaine ascension sociale et qui brouillent complètement les appartenances. Et puis, transgression de genre, parce que très vite, il y a l'idée que finalement, cette veuve Gras a le comportement d'un homme, c'est-à-dire que c'est elle qui se rend chez son amant, c'est elle qui a dans sa bibliothèque des livres qui sont un petit peu dérangeants. Donc, elle incarne effectivement la transgression. Elle incarne la manipulatrice, la séductrice, qui a fait ça par cupidité. Et donc, elle est une des rares à ne pas être considérée comme une criminelle d'occasion, une criminelle passionnelle. Mmh. En fait, son dessein était le suivant. Il s'agissait donc de défigurer son ancien compagnon, qui lui avait annoncé son mariage. Il s'agit de faire en sorte qu'il meure et donc qu'elle hérite ensuite. Et ce qui perturbe évidemment, et ce qui a conduit à une enquête pendant plusieurs mois, c'est qu'elle a finalement eu l'aide d'un ancien ami à elle, qui était aussi ouvrier, donc il y a l'idée de cette alliance des classes populaires contre les catégories aisées. Donc ça, c'est la première figure importante. La seconde, c'est Madame de Tilly en 1880, qui, pour une fois, effectivement, n'est pas issue des catégories populaires, mais appartient à la petite noblesse, et elle a donc vitriolé la maîtresse de son mari, qui, elle, en revanche, est issue des ouvriers, du monde ouvrier. Et donc là, avec Madame de Tilly, le discours est extrêmement différent, puisqu'il s'agit en fait d'une transgression de geste, en quelque sorte, dans la mesure où très vite les contemporains mettent l'accent sur sa catégorie sociale, et certains déplorent qu'elle se soit servie de cette arme de blanchisseuse, de prostituée, et qu'elle se soit abaissée à ce rôle. Mais pour autant, l'essentiel du discours sur Madame de Tilly, c'est l'idée que là, c'est la femme noble, noble dans le sens de noblesse de sentiment, puisqu'elle agit par crainte du déshonneur de ses enfants. Donc on a là deux personnages tout à fait ambivalents, Mmh. la mauvaise figure en quelque sorte de la vitrioleuse et la figure digne avec une vengeance vertueuse en quelque sorte. Et cette ambivalence, on la retrouve à travers le regard qui est porté sur les autres vitrioleuses plus ordinaires, mais où effectivement les contemporains oscillent toujours entre la mauvaise femme et celle en revanche qui, d'une certaine manière par son geste, a rétabli l'ordre, puisque Ouais, c'était son mari ou son amant qui se comportait mal. très intéressant. D'accord. Aujourd'hui, quand on parle de vitriolage, bon, en France,
On n'en parle presque plus, ou alors sous forme d'épiphénomène peut-être. En revanche, on en entend parler pour d'autres pays en Asie, peut-être dans d'autres contextes, d'autres situations. Qu'en est-il? Vous en parlez dans votre livre justement de l'actualité de ce crime. Alors effectivement, les vitriolages sont devenus très rares en Europe occidentale. Dans l'Occident, de manière générale, il y a eu quelques affaires extrêmement retentissantes, qui à chaque fois ont suscité énormément de désapprobation, contrairement à la fin du 19e siècle, où on pouvait avoir une certaine compréhension du phénomène. D'accord. La justice répond là encore de manière extrêmement virulente. Autant au 19e, les vitrioleuses pouvaient être sanctionnées souvent de 1 ou à 2 années de prison. En revanche, là, on est avec des peines extrêmement lourdes, de 15 à 30 ans de prison. Mais le phénomène est beaucoup plus présent depuis les années 1960 dans des pays asiatiques. On retrouve aussi d'autres cas, hein, quelquefois en Ouganda, dans des pays d'Amérique latine, mais c'est surtout en Asie que le phénomène existe, dans des pays comme l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh. Et là, on est avec une inversion des pratiques, puisque ce sont dans la plupart des cas des hommes qui vitriolent les femmes, avec aussi une question d'honneur. C'est cette question-là qui est mise en avant. Mais il s'agit bien souvent, hein, d'obtenir le mariage d'une femme ou de sanctionner plutôt le refus de son mariage, sanctionner également la volonté d'indépendance de femmes. Et là, on est encore avec des réponses des États qui essaient de renforcer, bien évidemment, les peines et qui infligent donc des peines de prison de plus en plus fortes, voire la perpétuité, voire la peine de mort. Et si on prend l'exemple du Bangladesh, effectivement, on constate que depuis la mise en place d'une législation beaucoup plus forte, accompagnée de campagnes de sensibilisation, le phénomène a décru de plus de la moitié, hein, depuis 2013. D'accord, donc un crime qui pose toujours la question de la place des femmes, même si les rôles sont inversés aujourd'hui. C'est quand même intéressant, ce crime spécifique à la question des genres. Il y a pas beaucoup Oui, c'est un de... crime qui est extrêmement Mmh, genré, qui mmh, a eu effectivement très vite, alors si on reprend, hein, pour la France au 19e, très vite, alors même que la part des hommes et des femmes qui vitriolent est à peu près équilibrée, hein, dans la première moitié du 19e et jusqu'aux années 1870, il y a autant d'hommes que de femmes qui vitriolent sur les quelques affaires qui mmh. existent, bah, très vite, le discours des contemporains est qu'il s'agit d'un crime de femme. Et donc, effectivement, pour notre période actuelle, c'est l'inverse. Il y a l'idée que ce sont les hommes qui, d'une certaine manière, marquent leur autorité sur les femmes avec ces sociétés patriarcales qui sont encore présentes. D'accord. Bon, merci beaucoup, Karine Salomé, pour ces quelques éclairages. Merci. Il reste beaucoup de choses à creuser dans l'ouvrage, Champvallon 2020. Merci d'avoir été là avec nous et merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés pour cette présentation. Au revoir. Je vous remercie. Au revoir.